Alors tout à l'heure on parlait de mythes et de mythologie et Sylvie nous a parlé de la mythologie égyptienne. Nous on va commencer par la mythologie grecque parce que je trouve que la mythologie grecque c'est une mine de références psychologiques. C'est que le mythe d'Édipe entre autres. Et dans la mythologie grecque on parle d'Héros et Thanatos, ça vient de là, ces mots-là. Alors qui sont Héros et Thanatos? Alors Thanatos on entend, enfin on sait que c'est le fils de Nyx, la nuit. C'est le frère jumeau de Hypnos, le sommeil, et de Moros, la fatalité. Déjà, ça donne une indication de ce que c'est. À peu près, on voit des choses, des connotations noires, un peu négatives. Et puis, on s'aperçoit que dans la mythologie grecque, il est quasiment jamais représenté et qu'il est à peine nommé. On ne le nommait pas chez les Grecs parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une inquiétude, d'une angoisse, que ça réveille justement des angoisses mortifères, de mort, trop négatives. Donc voilà, ça c'est Thanatos. Et puis Eros. Eros, c'est au contraire, chez Aristophane, le dieu, enfin une divinité, un dieu, qui relie les deux parties de ce que les dieux ont séparé. Vous savez que les dieux avaient été contrariés parce que les hommes voulaient devenir leurs égaux et ils avaient du coup séparé hommes et femmes. Les humains étaient autrefois une seule et même personne, homme-femme, androgyne, et les dieux les avaient séparés. Donc Eros, lui, c'est le dieu qui va remettre ensemble les parties séparées par les dieux. Voilà, alors lui, il est abondamment représenté par contre. C'est une divinité très positive. Il est représenté, et puis il y a toute la série des représentations ensuite chez les Romains, et puis chez les... Nous, on l'a aussi utilisé, on l'utilise toujours. Le petit ange joufflu avec les ailes, son arc, ses flèches, bon, voilà. Ça, c'est un petit peu le folklore, mais Héros est une divinité très très importante, puisqu'il relie ce qui a été délié, dénoué. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur Thanatos? Bon, ça me reviendra. Alors, on part de là, le Soma, au carrefour d'Héros et Thanatos. Alors, Thanatos, pulsion de mort, représentation de la mort. Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans le tarot de Marseille, non plus, on ne le représente pas, la mort. Ceux qui sont un peu familiers de l'arcane 13, il n'est pas nommé. C'est le seul qui n'ait pas de nom dans le tarot. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur Héros Thanatos, j'ai cherché chez les auteurs, bien sûr, moi. Je lis, je m'informe, et puis je me suis aperçue que la pulsion de mort, c'était pas si clair que ça chez les auteurs. Freud, il l'aborde du bout des dents, du bout des lèvres, quand il est au-delà du principe de plaisir, c'est là où il a commencé à parler de la pulsion de mort, parce qu'il s'est trouvé confronté à des gens qui revenaient de la guerre et qui avaient des traumas psychologiques énormes. Et il s'est trouvé confronté à la compulsion de répétition. Donc c'est ce qu'il a appelé, il a fait le lien, il a nommé ça pulsion de mort. Les auteurs suivants, Mélanie Klein par exemple, on parle comme de quelque chose de l'agressivité de l'enfant, la violence de l'enfant. Bon. Ensuite, Winnicott, pas du tout. Anzieux nous dit que Winnicott n'a pas du tout été du côté de la pulsion de mort, il n'a jamais parlé. Et puis d'autres... alors, on en parlait, mais d'une façon différente. Alors, on ne sait pas trop si c'est la pulsion de mort, quelque chose qui vient de l'intérieur et qui va détruire quelque chose, ou si c'est relié à la violence fondamentale, qui, elle, est plutôt une pulsion qui est liée à la pulsion de vie. Parce que pour vivre, il faut détruire aussi, il faut agresser. Donc, bon, je me suis dit, c'est pas bien clair. Donc, de quoi on parle? Alors, j'étais en train de lire à ce moment-là un bouquin de Jean-Claude Amezen, que probablement certains connaissent, qui s'appelle La sculpture du vivant, et où il parle justement du fonctionnement des cellules. Et là, je trouvais des idées intéressantes. Alors, Jean-Marc parlait d'apoptose ce matin, donc il a évoqué le mot. Que nous dit la biologie? Si on regarde du côté de la biologie, qu'est-ce qu'on nous dit? Autrefois, on croyait on pensait, il y avait cette croyance, cette conception de la mort, comme quelque chose qui était d'une agressivité envers la vie.
on ne pouvait mourir que s'il y avait eu quelque chose de l'extérieur qui venait agresser, détruire. Donc un élément destructeur qui arrivait, qui avait une vraie action sur le vivant. Ou alors c'était la destruction programmée de l'être humain qui devenait trop vieux et qui était en obsolescence, on pourrait dire. Et puis les découvertes actuelles, vous savez qu'il y a eu beaucoup maintenant de travaux sur les cellules, sur la façon dont les cellules fonctionnent. Quand on lit ça, on s'aperçoit que dans le monde entier, il y a des gens qui travaillent sur le fonctionnement des cellules. Ça a l'air d'être vraiment la nouvelle porte d'entrée de la science, au monde de la biologie. Alors qu'est-ce qu'on découvre? Je vous le fais court, j'espère que je ne serai pas trop caricatural. C'est que maintenant, il y a toute une nouvelle façon d'envisager les choses. C'est-à-dire que la mort, c'est pas du tout quelque chose qui vient de l'extérieur et qui serait là par hasard et qui viendrait détruire quelque chose qu'il a construit. Au contraire, ils se sont aperçus que la cellule porte en elle, c'est ce que disait Jean-Marc ce matin, porte en elle à la fois, deux choses, à la fois sa capacité de se reproduire à l'infini, donc une sorte de potentialité d'immortalité, et d'un autre côté, elle contient du poison, guillemets, du poison ce que Amezen appelle l'exécuteur, qui est là pour déclencher son suicide. Et ce suicide, il est là tout le temps, sauf si, parce que dans la cellule, il y a l'exécuteur, mais il y a aussi le protecteur. C'est-à-dire il y a deux molécules, c'est programmé génétiquement. Il y a une sécrétion de protéines qui détruisent, qui sont là comme une potentialité destructrice en permanence, tout le temps, inhérente à la cellule. Et puis, il y a une autre protéine qui est le protecteur, qui est là, le contrepoison. Donc, ça fait un peu comme dans ces films où, quand il y a un invité, tout ça, il y a une belle, et puis on lui dit « Ah, vous avez absorbé avec votre vin du poison. » D'accord ? Et moi, j'ai le contrepoison. Et si vous voulez survivre, et vous me confiez vos secrets, machin truc, votre code de carte bancaire, et sinon, je ne vous donne pas le contrepoison. Vous voyez, il y a quelque chose à l'intérieur de la cellule qui est là pour détruire, vraiment. Alors, ça me faisait penser aussi à la mythologie avec l'idée des parcs. Vous connaissez l'histoire des parcs, c'était trois sœurs, il y en a une qui sécrétait le fil de la vie, qui produisait le fil de la vie. Il y en a une autre qui le dévidait, qui le déroulait, et puis il y en a une autre qui le coupait. Donc, on dirait que les Grecs, ils ont tout compris avant nous. Donc, si on regarde ça, on voit que dès l'embryon, la cellule porte en elle son autodestruction potentielle, et qu'elle ne survit que si, et que tant qu'il y a que s'il y a le protecteur et que tant qu'il y a le protecteur. Alors, ça c'est une donnée qui m'a beaucoup intéressée. Et donc je continue sur la cellule. Quand elle va déclencher son suicide, alors Jean-Marc nous en a parlé ce matin, la cellule, c'est un cytoplasme avec une enveloppe, etc., un noyau, vous connaissez ça. Et sur l'extérieur de la cellule, il y a des capteurs qui sont en lien tout le temps, en permanence avec les autres cellules, celles qui sont ses proches voisines, et puis l'ensemble du corps. Donc il y a un dialogue permanent. Donc un lien permanent, donc un néros permanent. Et si quelque chose qui se passe dans le corps, soit à son niveau à elle, comme disait Jean-Marc, pour faire les doigts de l'embryon, pour transformer la moufle en gant, soit par l'extérieur, c'est-à-dire que ses consoeurs vont lui envoyer des messages comme quoi il faut se suicider, eh bien, elle va se suicider. Le protecteur ne joue plus son rôle et les ciseaux vont couper le fil de la vie. Alors là, ce qui se passe, c'est amusant aussi de voir ça, c'est que la cellule, par apoptose, elle se rétracte sur elle-même, son noyau se rétracte, son ADN qui est contenu dans les gènes se coupe en morceaux et elle est devenue toute molle, toute petite, enfin j'imagine comme ça, et elle va être absorbée par les cellules d'autour. Donc il n'y a pas de tri sélectif, tout est recyclé. Voilà. Et ça se passe dès l'embryon jusqu'à la mort. Toute la vie, on est dans un recyclage permanent de nos cellules. Voilà, donc je me suis dit, et si on prenait ça comme paradigme du corps tout entier, comme modèle du fonctionnement du corps?
C'est-à-dire que la mort nous guette, elle est là, constamment, dans notre corps, dans notre être, sauf si, et tant que. Donc, je vous propose de voir ce qui est Eros en nous, et ce qui fait que Thanatos est toujours tapis dans l'ombre, on va dire, et qui est là pour absorber, et moi je me l'imagine assez volontiers comme un trou noir. Vous savez, ces trucs dans l'espace là qui aspirent la matière, ça disparaît, on ne sait pas trop où ça passe. Et on voit assez, pour ceux qui sont familières du rêve éveillé, dans les rêves éveillés, on voit souvent apparaître cette idée de chute dans un trou noir. Vous avez, ça vous parle, évidemment, dans tous les rêves éveillés, dans toutes les cures, on a à un moment donné ça. Quelque chose qui disparaît dans un trou noir, et c'est pas nommable non plus. Pas plus que les Grecs, on peut pas le nommer. Voilà, donc je vais partir sur cette hypothèse-là, sur cette analogie. C'est pas une analogie mot à mot, bien sûr, mais ça m'a paru intéressant de voir comment Thanatos est toujours là, tapis dans l'ombre, non représentable, mais très actif, et attendant son heure, on pourrait dire. Voilà, alors Eros, lui, il va faire du lien. Alors, l'enfant, on va prendre le bébé qui naît, il va construire son corps, il va construire son psychisme, et il va unifier les deux. Donc ça, c'est l'être humain complet dans son ensemble. Et comment ça va se passer? Là, ce qu'on va voir ensemble. Et où est la place d'Eros là-dedans? Alors, le psychisme, bon, le corps, que j'en reparlerai tout à l'heure, mais le psychisme, c'est lui aussi un contenant. Un contenant avec une peau, comme disait Jean-Marc ce matin, en référence aux yeux, le moi peau, c'est-à-dire quelque chose qui va tenir ensemble. Et il tient ensemble quoi? Si on regarde Freud, on écoute Freud, les différentes instances, la première topique, l'inconscient, le préconscient, le conscient, ou la deuxième topique, le ça, le moi et le surmoi. Ça vous parle, familière de ça. Donc ça tient ensemble des choses à l'intérieur, mais c'est aussi et avant tout une surface d'inscription. Alors, moi j'ai cherché et essayé de trouver une image pour que ça me parle, à moi d'abord. Qu'est-ce que c'est cette surface d'inscription? Et qu'est-ce que c'est que cette inscription qui se passe dans le psychisme? Et je me suis dit, c'est un peu comme un cartographe. Quand vous découvrez, alors imaginons un explorateur, il va découvrir une île déserte, il va aborder cette île. Il y a la réalité, il y a les côtes, il y a la mer, il y a les arbres qui sont là, il y a des fleuves, il y a des trucs, des machins. Et cette île, il va en faire, il va la transformer en carte. C'est-à-dire il va mettre sur le papier quelque chose qui correspond à ce qu'il a vu. Alors, cette feuille blanche, à la base, je me suis dit, ça ressemblerait assez au psychisme, parce que Freud dit, le psychisme, c'est la projection d'une surface. Puis cette phrase, elle m'a tourné dans la tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire, inscription d'une surface? Puis après, je me suis dit, non, si on regarde, c'est comme un cartographe, c'est quelque chose, une surface d'inscription. En fait. Mais c'est aussi l'inscription d'une surface, c'est-à-dire d'un espace. Alors, comment ça se passe, cette inscription? On garde notre histoire d'explorateur, il fait le tour de l'île, il regarde, il rentre, il sort, et il arrive des choses, il arrive des événements. Et il va les inscrire sur la carte. Et je pensais, je ne sais pas, vous avez vu sûrement ces cartes du Moyen-Âge, ces cartes du monde du Moyen-Âge, où il y a un bout d'ici, quelque chose là, et un bout là, et puis un bout là, puis l'Afrique c'est un truc comme ça, il y a un peu le golfe de Guinée, puis c'est tout de guingois, c'est tout tordu, puis là, des grands pans blancs. Et le psychisme, il va transformer le réel, la rencontre de l'explorateur avec cette terre vierge, terra incognita, dont il va faire une terre connue, il va la transposer et il va y mettre des zones Pourquoi il y aura des blancs? Pourquoi il y avait des blancs autrefois? Tout bonnement parce qu'ils n'avaient pas eu le temps, ou ils n'avaient pas eu l'occasion, ou ils n'avaient pas pu, parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques d'aller visiter tout ça.
maintenant tout est cartographié dans le moindre détail. Ils n'avaient pas ça. Et le bébé, lui, ben c'est pareil. Il va vivre des expériences, il va les transposer dans son psychisme, mais pas n'importe comment. Et notre explorateur qui arrive et qui rencontre, à un moment donné, il va arriver sur la côte, il va avoir une superbe plage, il va s'installer là, ça va être le soleil, machin truc, si sex and sun. Bon, il va avoir des noix de coco, il va avoir des tas de fruits délicieux, et ben, pour lui, ça va être autre chose que s'il arrive dans un coin où c'est aride, où il n'y a pas un truc à manger, il n'y a pas un truc à boire, il n'y a rien du tout. Donc sur sa carte, peut-être que la zone où il a trouvé tellement de plaisir, tellement de bon, ben, il va la détailler, il va l'explorer en détail, il va la regarder, et il va la transcrire dans son psychisme d'une autre façon que la zone désertique, ou si encore, autre hypothèse, quand il est arrivé, il a rencontré une zone qui grouillait de crocodiles, donc il a vite fichu le camp, et encore s'il s'en est sorti, vivant, ou alors il est arrivé dans un endroit où il s'est fait assaillir par une horde de sauvages qui arrivent dessus avec des lances, etc. Et s'il arrive à s'en sortir, il va peut-être pas non plus avoir un meilleur souvenir de cet endroit-là. Donc dans sa carte, sur sa carte, cette zone-là, il n'a même pas pu l'explorer. Donc, comment il va la représenter? Peut-être un cercle, vite on passe à autre chose. Vous voyez ce que ça veut dire? L'investissement libidinal, enfin, c'est comme ça que je le comprends, hein, l'investissement libidinal des zones du corps, on y reviendra à lesquelles, des zones du corps dans la psyché. C'est-à-dire qu'en fonction de la dose de plaisir qu'il aura eu à explorer telle et telle partie de son corps, dans sa psyché, sur sa carte personnelle, il va y avoir des zones qui seront plus ou moins investies et d'autres plus ou moins oubliées, négligées, en blanc, ou d'autres où il y aura des signaux rouges, tous azimuts, on n'approche pas. Ok, jusque-là, ça vous paraît un petit peu clair? Voilà. Alors, donc ça c'est l'histoire du psychisme tel que moi je me l'imagine. Et ce psychisme, il va donc on part de zéro, enfin si on peut dire, hein, donc il va s'étayer sur le corps et il va se développer. Cette exploration du corps puis du psychisme, cette inscription du psychisme, elle va. Imaginons que notre explorateur, il y retourne sur ses côtes, il va continuer à faire sa vie, il va vouloir développer plus, il va refaire un tour, il va refaire un autre tour, il va vivre constamment toute sa vie avec son île, et il va rentrer dans des endroits, par une zone, il y a un fleuve, tiens, c'est facile de communiquer, là, c'est pas une zone où j'ai envie d'aller, etc. Il va privilégier les zones où il a eu du plaisir. Mais il va aussi continuer à explorer le reste. Et pendant tout le temps où il explore le reste, il va découvrir de nouvelles choses, il va faire de nouvelles expériences. Et dans sa carte, ça va changer aussi. C'est-à-dire, si on revoit notre psychisme, à partir des nouvelles expériences de sa vie et de la confrontation avec le réel en permanence, il va transposer ça dans son psychisme sous une forme réélaborée, remaniée, resymbolisée. C'est ce qu'on appelle la symbolisation. Donc pour ceux qui, comme moi, se représentaient pas tellement bien ce que c'était la symbolisation, il me semble que comme ça nous donne une petite idée un petit peu plus concrète, on va dire. Hein. Voilà. Alors ça, cette construction de la psyché, elle ne va pas se faire toute seule. Et où est Eros là-dedans? Eh bien, la psyché se construit sur le corps, d'abord, et en lien avec. Donc il faut, à nouveau, qu'on ait Eros là, qui nous unisse quelque chose. La psyché, elle se construit en lien sur le corps. Comme on l'a vu, hein, forcément, la carte, vous ne pouvez pas la faire à partir de rien. Hein. Il faut forcément qu'il y ait le lien avec notre île déserte. Hein, enfin, pas déserte. Le bébé, quand il naît, bien sûr, il a un corps, déjà. Mais ce corps, comment il le vit? C'est le chaos. Hein. Il vit
peut-être une main, par là, il voit quelque chose comme ça, mais il n'a aucune conscience de son corps, des limites de son corps. Où ça commence, où ça finit, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui n'est pas moi, quand on me tient, quand on me porte, quand on me caresse, quand on me parle, où suis-je là-dedans? Donc il va falloir qu'il construise cette image de lui, pour pouvoir la mettre sur sa carte après, avec une sorte, il va falloir qu'il établisse les contours de son corps, mais réellement. Et ça ne peut pas se faire tout seul. Ça peut ne se faire que grâce à Eros, c'est-à-dire le lien à la mère. La mère ou l'objet maternant, bien sûr, hein, pas que la mère. Alors quelqu'un me disait tout à l'heure, l'objet, nous on parle souvent d'objet tout court, hein, c'est pas un objet, c'est pas un jouet, c'est pas un hochet, hein, l'objet c'est la mère, c'est-à-dire la fonction maternelle. D'accord? Je vais mieux mettre tout ça au clair au départ. Donc le lien avec son propre corps, il va se faire grâce au lien à la mère. Quand le bébé est porté, il sent les limites de son corps. Quand il est caressé, il sent les limites de son corps. Quand il est massé, malaxé, vous savez qu'il y a des civilisations où on masse beaucoup les bébés. En Afrique, on les malaxe. Et nous, on se dit, mais c'est pas possible, il lui fait mal. Ils les traitent comme des... Ah, ils n'hésitent pas. Hein. Moi, quand je voyais ça, je me disais, pas. Mais tout ça, ça contribue à lui donner l'idée où est son corps. Il sent. Et du coup, petit à petit, va se constituer son enveloppe. Et puis, il y a donc cette érogénéisation, hein, cet investissement par la libido dont on parlait tout à l'heure. Les zones du corps, au début, le bébé, il se sent comme avec des fluides qui passent, qui rentrent. Comme disait Sylvie ce matin, ça rentre, ça sort. Mais où c'est, à quoi ça sert, comment ça joue, on n'en sait rien. Et puis petit à petit, les zones d'entrée, par exemple, eh bien, elles vont être investies par la libido. Parce que quand la mère nourrit l'enfant, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en esthésie. On parlait de coesthésie ce matin. Qui vont se mettre en union. Il y a l'aspect moteur, c'est-à-dire la succion, l'action de téter le sein. Il y a tous les sens, quasiment, puisqu'il y a le goût, il y a l'odorat, l'odeur de la mère, il y a l'ouïe, parce que la mère lui parle. Une mère qui est une bonne mère va parler à son bébé pendant qu'elle le nourrit. Il y a, qu'est-ce que j'oublie, la vision, parce qu'il va y avoir un contact de regard à regard avec l'objet maternant. Hein. Donc tout ça, ça va être mis ensemble d'abord, et ça va provoquer, susciter le plaisir. Mais à la base, bien sûr, il y a ces besoins d'autoconservation, ça s'étaye là-dessus, le psychisme. Le plaisir va être quelque chose qui va être unifié par... Enfin, les choses vont être unifiées par le plaisir et s'inscrire de façon importante dans le psychisme. Donc la mère, là, est un facteur essentiel. La mère a une fonction contenante. Ça, c'est un élément très important. La mère, elle contient le holding, tout ce qui est là de l'ordre du lien de tenue, est essentiel pour que le bébé ait la conscience de ses limites, et du moi et du non-moi aussi, et de où je suis, jusqu'où je vais, quelles sont les limites de mon corps. Et quelquefois, en rêve éveillé, on voit des patients qui ont eu des problèmes de contenant, hein, Jean-Marc en parlait ce matin, le contenant, le contour de l'île, pas trop où il est, c'est en pointillé, hein, comme dans nos cartes du Moyen-Âge. C'est en pointillé, il y a un bout là, un bout là, un bout là. Et dans la psyché, le psychisme ne va pas être contenu non plus. Il va aussi y avoir des trous. On va avoir, comme dit Anzieux, hein, moipeau, passoire. Il va falloir combler les trous. Alors, c'est une fonction contenante, mais ce n'est pas une fonction contenante comme un contenant, un récipient dans lequel on verserait quelque chose. La fonction de la mère, c'est une fonction d'attraction. Didier Houzel a insisté là-dessus. Ce n'est pas une fonction de contenant, comme on met un liquide dedans. C'est une fonction d'attraction. Et là, on est vraiment dans la force d'Eros.
d'attraction, c'est-à-dire qu'elle va, la mère, l'attention de la mère va attirer les pulsions de l'enfant, les émotions, va les attirer, comme un aimant attire la limaille. Et je ne sais pas si vous savez, mais moi j'avais découvert ça à un moment donné. Si vous mettez un aimant et que vous mettez de la limaille, de cuivre, de fer, d'autres métaux, si vous mettez sous la feuille, eh bien la limaille va s'organiser en une forme. Et ce qu'on donne comme fonction attractive, attirante de la mère, c'est une fonction d'aimant, d'aimantation, de vectorisation des pulsions et des sensations de l'enfant, du bébé. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie ? Oui, et puis l'autre élément, c'est une fonction de transformation. Le psychisme de la mère, le bébé, il n'est pas capable de transformer ses affects. Il a des affects extrêmement puissants. Quand vous avez vu un bébé qui rugit presque dans son berceau parce qu'il a faim, parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il a mal, parce que ceci, cela, il a quelque chose qui est extrêmement fort. Et quand il vit ça, si la mère en face ne peut pas, alors on va imaginer que c'est très bien, avant de voir ce qui se passe quand elle ne peut pas. La fonction de la mère, c'est une fonction de transformation. C'est-à-dire la mère suffisamment bonne va entendre, accueillir ces affects dévastateurs, ces pulsions qui ne sont pas contrôlées. Elle va les entendre, elle va les accueillir en elle, et elle va les restituer à l'enfant sous une forme acceptable. C'est ce que Jung appelle les éléments bêta transformés en éléments alpha. Une expression un petit peu ésotérique, mais tout simplement... qu'est-ce qu'elle fait? Un exemple tout simple. Le bébé, il est dans son berceau, il hurle. Il a faim et c'est tout de suite. C'est pas dans 3 jours. Parce que ses besoins d'autoconservation, ils sont très prégnants. Ils sont là, il faut le nourrir, sinon il meurt. Pour lui. Donc, que va faire la maman? Elle va le prendre, elle va le prendre dans ses bras, elle va lui dire: écoute, mon petit chou, ça va, j'entends ta faim, c'est bien, ok, j'entends bien ta faim. Mais écoute, il n'y a pas le feu. Tu vas pouvoir attendre un petit peu. Elle le caresse, elle le berce dans un bain de parole, ce qui prépare la symbolisation à venir. Et tout ce bain de parole et ce bain d'amour va transformer ces pulsions, ces explosions de choses impossibles à gérer pour le bébé en quelque chose de tout à fait gérable, et le bébé va se calmer. Voilà. Donc cette fonction de transformation, elle est absolument essentielle pour la construction du psychisme de l'enfant. Alors on voit Eros là à tous les niveaux, c'est-à-dire que comme l'œuf de l'embryon avant l'embryon, l'œuf va nidifier dans l'utérus de la maman et construire son corps physique à partir de celui de la mère, le psychisme de l'enfant, il va aussi se construire à partir du psychisme de la mère. Donc il y a un étayage sur la mère qui est absolument fondamental. Et un bébé tout seul, voilà, et de la même façon qu'une cellule, Amézane nous dit, une cellule toute seule n'existe pas, elle se détruit par apoptose. Donc il y a vraiment là quelque chose de l'ordre d'Eros qui est à l'œuvre. Donc on est là dans la construction de quelque chose qui s'est développé. Jusque-là, on est raccord? Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans le psychisme de l'enfant à partir du moment où la mère va pouvoir être suffisamment bonne? Et vous savez que c'est grâce à sa capacité de rêverie qu'elle peut faire ça, au moment où l'enfant vient au monde. Ça va permettre à l'enfant de construire des croyances. On ne peut pas vivre sans croyances. C'est ce que nous disent tous les psychanalystes, on ne peut pas vivre sans croyance. On ne peut pas vivre si on ne croit pas qu'on vit, si on n'a pas conscience qu'on vit. Et les croyances sont des éléments qui vont, des fantasmes, qui vont s'inscrire durablement dans le psychisme, depuis tout petit. Alors il y a des croyances qu'on est immortel, par exemple. Et ça, c'est fondamental. Si vous ne croyez pas que vous êtes immortel, c'est même pas la peine de vivre. Si à tout instant vous vous dites « Oh là là, Thanatos me guette dans le truc, là, allez, je sors pas parce que prendre une brique sur la tête », c'est juste pas possible. Et les
je lisais une fois, je ne sais plus qui disait ça, que justement cette croyance était là au service de notre vie, parce que si on n'avait pas cette croyance, on se suicide tout de suite. Donc ces croyances-là, bon, nôtres, et puis par exemple la croyance qu'on est tout puissant. Vous savez que l'enfant est dans la toute-puissance. Au début, il est au centre du monde, la maman s'occupe de lui en permanence, n'est pas à l'écoute de ses besoins, s'ajuste au plus près. Donc il y a quelque chose qui ne sait pas dans le bébé ce qui est trouvé, créé. Il a l'impression qu'il crée sa propre satisfaction. Donc, il agit sur le monde. Et puis il y a aussi le fait que la maman, dans sa relation au bébé, va lui montrer du plaisir, va montrer le plaisir qu'elle a à s'occuper de lui, à être dans cette relation-là, et ce plaisir, il va l'intégrer. C'est comme s'il se disait, j'ai une action sur le monde, je peux agir sur l'autre, de façon bénéfique. Donc, il y a cette croyance-là, qui est indispensable aussi, qui sont des croyances, hein. Et on va voir tout à l'heure à quel point c'est important qu'elles soient symbolisées après. Parce que si elles ne sont pas transformées, waouh! Si elles restent à l'état brut comme ça craint. Donc, et puis il y a cette illusion, cette croyance de toute puissance, je peux agir sur le monde. Bon, on verra un peu peut-être les inconvénients tout à l'heure, parce que moi je fais assez facilement dans mon esprit entre la croyance de toute puissance et le sentiment de culpabilité, puisque je fais ça, donc je suis responsable, donc je suis coupable. Donc, alors c'est peut-être pas une bonne hypothèse, mais moi, ça me satisferait assez. Alors, comment ça les croyances, donc, elles vont s'installer et elles vont permettre à l'enfant, elles vont soutenir l'élan vital. Hein, c'est la pulsion de vie qui est à la base de toute la création. Et ces croyances vont être nécessairement remaniées, reprises, élaguées, comme toutes les expériences, mais les croyances, c'est quelque chose d'extrêmement puissant à l'intérieur d'un être humain. On verra tout à l'heure les inconvénients que ça peut provoquer. Alors, je ne sais pas si je vous parle tout de suite des symbolisations, des différents types de symbolisations. Bon. Ouais, allez, on va parler tout de suite des différentes formes de symbolisation. Les deux principales, vous les connaissez, hein, Freud les a mises au point. Symbolisation primaire et secondaire. Représentation de mots, de choses d'abord, et puis représentation de mots. Ça vous parle un petit peu. Les images, un petit peu pour ces nouveaux, parce que les autres, ça vous parle directement. Il y a une forme de représentation en images. C'est-à-dire que peut-être sur sa carte personnelle, le cartographe va mettre une symbolisation d'un arbre, d'un crocodile, d'une côte sauvage, de ceci, cela, d'une source, je sais pas, d'une cascade, n'importe quoi. Et puis, bon, ça c'est facile. Hein, l'enfant, quand il est capable de symboliser comme ça en images. Et puis ensuite, ça va passer à une symbolisation plus élaborée, au moment du langage, où on va mettre des mots. Et sur sa carte, il va peut-être nommer les choses. Là, lance de ceci, là, cascade de je sais pas quoi, machin truc. Bon, ça c'est facile. Mais Anzieux a travaillé beaucoup, et il y a d'autres personnes aussi, d'autres analystes, qui ont travaillé sur l'antériorité. On en parlait ce matin avec Sylvie, qui a développé pas mal, de façon intéressante, les représentants, les signifiants formels. Parce qu'Anzieux a travaillé, puis Raoul Lanier aussi, ils ont nommé différemment, ces proto-représentations. C'est-à-dire que dès le début de la vie, il y a déjà une représentation, une forme de représentation, que quelquefois on appelle représentation affecte. Parce qu'il n'y a qu'un affect. On ne sait pas comment ça va se représenter. Mais il y a un affect. Et alors Pierre Aulagny appelle ça les pictogrammes, Anzieux les signifiants formels. Ce sont des représentations, quelque chose dans l'espace. C'est là, c'est pas là. Un espace en 3 dimensions. Ça bouge, ça va, ça vient, ça menace, ça glisse, ça tient pas. Et si on se représente par exemple un bébé qui n'est pas soutenu, qui n'est pas bien dans son corps, qui ne peut pas avoir intégré la fonction contenante, eh bien il va peut-être avoir quelque chose, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, très court sur un rêve éveillé, un patient, où il voit les choses qui glissent. Il n'y a rien qui le retient.
Et ça, je trouve très intéressant. Moi, je trouve que depuis que j'ai commencé à travailler avec Sylvie sur les signifiants formels, j'ai découvert plein de choses dans les rêves éveillés de mes patients que je n'avais pas vu avant. Franchement, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est proto-représentation. Voilà. Alors, donc, si je reviens à mon fil, la psyché se construit, le lien psyché-soma se construit, toujours sous l'égide d'Eros. Et pendant ce temps-là, Thanatos, lui, on l'oublie un petit peu. Et on ne va pas l'oublier longtemps, parce que Thanatos, il est là, tapis dans l'ombre, un petit peu comme un lion qui va vouloir se nourrir et qui guette le moment où il va y avoir toute une bande de gazelles qui vont passer devant lui, mais il ne va pas s'attaquer au chef de la troupe. Il va attendre tranquillement, patiemment, tapis dans les broussailles, que arrive le petit dernier, le tout fragile, celui qui n'est pas en lien avec sa mère, qui a peut-être perdu sa mère avant, et qui est là tout seul, et qui est tout fragile et qui tremble sur ses pattes. Et là, il va fondre dessus, comme la misère sur le monde, et il va s'en délecter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Où est Thanatos maintenant dans notre histoire? Eh bien, quand il y a une altération de la construction du lien, c'est là que Thanatos va pouvoir se manifester. Alors, c'est quoi une altération du lien? Une altération du lien, si on reprend les différents éléments qu'on a vus tout à l'heure à propos de la construction du lien à la mère, eh bien, c'est un défaut de contenant. On en parlait ce matin, on en reparlait tout à l'heure, c'est un moi passoire, une impression d'avoir notre carte de notre île où il n'y a que des pointillés. Il y a des endroits où il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. On ne sait pas ce que c'est. Pour X raisons, on n'a pas pu faire ça. On n'a pas pu construire quelque chose de contenant suffisamment. Et une mère, on a vu, une mère suffisamment bonne. Qu'est-ce que c'est? C'est une mère qui contient. Mais quand la mère ne peut pas contenir, pour des raisons diverses qui lui appartiennent, eh bien, il va y avoir un déficit d'Eros. Par exemple, lorsque le bébé pleure, est pris dans ses émotions, dans ses affects dévastateurs, eh bien, si la mère ne peut pas les entendre, les accueillir, les transformer, qu'est-ce qui va se passer? Le bébé va rester avec ça. Non seulement ça, il a ses propres affects toxiques, mais en même temps, en plus, ce qui va lui revenir de la mère, c'est les failles de l'objet. Donc ça va être amplifié par les failles de l'objet, qui va lui renvoyer tout ça, en double, on pourrait presque dire. Et ça, c'est quelque chose qui revient, comme dit Bion, sous la forme d'une terreur sans nom. Il ne peut absolument pas les intégrer. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur la carte, dans notre psychisme? Comment ça va s'inscrire? Sous la forme d'un kyste, d'une zone cernée qu'on ne veut pas voir. Peut-être que c'est rayé avec des gros traits gris, il ne faut surtout pas aller toucher. C'est trop dangereux. Ou alors c'est une forme de volcan, quelque chose qui explose dans tous les sens. Vous voyez? Et ces parties-là, si elles sont nombreuses, si c'est répétitif, si c'est quelque chose qui revient, le psychisme, il est envahi par tout ça. Et ce qui se passe chez le bébé, il va cliver. Parce qu'on a aussi des mécanismes de défense qui nous défendent contre les agressions. Et nos défenses on va utiliser des défenses qui vont avoir peut-être de la plus faible, le refoulement, à la plus grave, la plus dramatique, qui est le clivage. C'est-à-dire on va couper complètement, on va isoler des affects. Alors, vous imaginez si on vous donne une carte d'une île déserte en vous disant tu vas t'installer là-bas, tu vas développer de l'industrie, du commerce, du lien avec les autres, et on vous donne une carte où il n'y a rien dedans. Vous allez vous installer où? Donc, vous voyez combien ça crée des zones de fragilité, ça crée des choses qui ne sont pas intégrées, ça crée des tas de problèmes majeurs. Que le psychisme va... Parce que quand même, Winnicott dit que l'être humain, il a une capacité innée d'intégration, il va quand même s'en sortir. Il va essayer, en tout cas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va coudre
Dans le psychisme déchiré, il va coudre ces morceaux ensemble, ça va tenir tant bien que mal, mais on sait bien que c'est pas possible, quoi. C'est pas quelque chose de fonctionnel, d'unifié, de bon. Et je développe jusqu'au bout, là, mon idée, c'est que les patients psychosomatiques qui ont une pensée opératoire, c'est ce clivage-là. C'est-à-dire, il y a un clivage, il y a une frontière complètement imperméable entre l'inconscient, le préconscient et le conscient. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'inconscient et qui remonte pour nous être à peu près normalement constitués, qui avons eu la chance. Ce qui passe du préconscient dans l'inconscient, normalement, puisque c'est un réservoir qui doit se déverser dans le préconscient, et qui ensuite passe dans le conscient, ben là, il y a un cloisonnement, il y a une frontière complètement imperméable. C'est-à-dire qu'ils ont une pensée opératoire. Il faut séparer le corps, la psyché. À quoi ça sert de faire des rêves? Ça ne sert à rien. Le corps, il faut manger, il faut dormir, il faut aller bosser, c'est tout. On ne sort pas de là. Voilà. Alors, il y a aussi un autre élément, Sylvie nous en a parlé ce matin, c'est que, ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment d'éros, c'est que le corps, la carte, notre île explorée, qui se reproduit sur la carte, il y a des zones, on ne peut pas aller explorer partout. Le petit truc dans le méandre qui est là à gauche, la forêt entre les deux arbres là, c'est pas visible. Enfin. Et dans notre corps, c'est pareil. Il y a des endroits où la conscience ne peut pas aller. Si je vous demande comment fonctionne votre pancréas, je ne sais pas si vous avez une vraie représentation de votre pancréas. Ou bien de votre rate. Ou, je ne sais pas moi, de votre larynx. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui ne sont pas investies par la libido. Et du coup, ça reste des zones qui ne sont pas reliées à la psyché. Et peut-être que ces zones-là, elles sont plus fragiles, elles sont peut-être plus soumises, comme le petit fan tout seul, orphelin, à la pression d'un thanatos. C'est une hypothèse. Alors, ce que je voudrais aussi développer un petit peu sur ces fameuses croyances dont je parlais tout à l'heure, et sur la nécessité de remettre 20 fois sur le métier notre ouvrage. On connaît bien ça. C'est-à-dire que la symbolisation va se faire en permanence. À partir des proto-représentations, on va ensuite passer aux représentations de choses, puis de mots, etc. Donc, si je voulais conclure, enfin faire une petite synthèse de ce que je vous disais, la psyché s'étaye sur le corps corps lui-même s'unifie grâce à l'inscription et au contact, au lien avec la mère. Quand il n'y a pas ce lien, quand il n'y a pas cette fonction érotique de la mère au début, eh bien voilà, c'est la porte ouverte à notre lion tapi dans les herbes, à Thanatos qui guette son heure pour remettre les choses à zéro. Et la mort guette. Donc on est tout le temps sur le fil du rasoir, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique, entre la vie, la mort. Et Xavier Bichat, qui était un médecin de la fin du XVIIIe, disait déjà que la vie était un ensemble de fonctions qui résistaient à la mort. Il était déjà très normalement sur la pensée de l'époque. Et puis Jean Kelevitch aussi, j'avais relevé une citation, une phrase de Jean Kelevitch: le vivant est aux prises avec la stérile et mortelle antithèse, donc, Eros Thanatos, et se défend désespérément contre le non-être. La mort est l'absolu empêchement de se réaliser. Voilà. Donc, je ne vais pas poursuivre, parce que je pense que je vous ai déjà bien nourri abondamment, donc je vais vous laisser le temps de digérer tout ce que je vous ai proposé. Je vais juste vous donner quelques petites indications, petits exemples de rêves éveillés, en fonction de... Bon, c'est un petit peu en vrac, hein, mais je préfère toujours donner les exemples à la fin, parce que si je lis des exemples et que je développe un peu trop, ça coupe le fil, il me semble, de la réflexion. Donc je préfère les donner à la fin. C'est un choix. Alors, notre idée de
contenant insuffisant, où ça glisse. Comme disait Sylvie, il n'y a pas de sujet complément, c'est quelque chose de neutre, c'est ça. Je vois une espèce de plaque noire, métallique, glissante, brillante. Je me vois tout petit. Cet espace glissant est légèrement en pente. Il n'y a aucun moyen d'arrêter cette glissade vers la fin de la plaque. Je peux ralentir. C'est comme sur une patinoire. C'est pas agréable, c'est, comment dire, une question de vie ou de mort. Ça va pas être plus clair. Et puis je voudrais je voulais vous parler, je ne sais pas combien de temps ça fait. Ça fait combien de temps que je parle? 3 quarts d'heure? Ouais, bah, c'est suffisant. On voit très souvent, je ne sais pas si vous avez eu, vous, parmi vos patients, les notions de gel de quelque chose, de gel des affects dans les rêves éveillés. Quelque chose qui est gelé. J'avais eu une patiente qui avait vu un explorateur et une mouche gelée qu'il avait été exhumé au fond de tout un tas de couches de la banquise et qu'il ramenait à la vie. C'était quand même magnifique, hein, sur le rôle de la thérapie, parce que je voulais aussi vous parler du rôle de la psychanalyse, le rêve éveillé dans le rétablissement de la fonction symbolique. Si j'ai 5 minutes, je le ferai tout à l'heure. Voilà, il y a la notion, plusieurs fois j'ai eu cette notion d'affect gelé, quelque chose de gelé, la patiente se retrouve avec une partie d'elle qui est gelée, c'est elle, et c'est un bloc de glace. Voilà. Et puis, quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi sur le plan des signifiants formels, je n'avais pas identifié avant comme tel, c'est une patiente qui est en surpoids, qui a une 30aine d'années, et qui est en surpoids depuis son adolescence, et qui fait un rêve éveillé. Alors elle a tout essayé, hein, les régimes yo-yo, la chirurgie où elle s'est fait enlever des morceaux de corps. Elle avait un anneau gastrique, donc on ficelle tout ça. Ça n'a pas marché, elle a dû l'enlever. Et elle est même venue vomir une fois en séance. Elle est venue vomir chez moi, quelque chose. Et c'était une patiente qui m'interpellait mais j'avais jamais vraiment conscientisé ça. Quand elle arrive, elle prend toute la porte. Elle prend tout l'encadrement de la porte. Et c'est comme si elle se projetait en avant comme ça. Et ensuite, elle se met... Moi, j'ai la porte de mon cabinet, bon, il y a une entrée comme ça, et puis il y a une porte coulissante. Et là, il y a un fauteuil où généralement les patients déposent leurs vêtements. Et à côté de mon bureau, il y a un pouf en osier qui est là pour la déco. Et elle, contrairement aux autres patients, elle pose toujours ses vêtements sur le siège en osier. C'est-à-dire qu'elle est là, le siège est là, et moi je suis derrière elle. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer dans mon cabinet. Alors je suis obligée d'attendre qu'elle aille s'installer, j'attends. Et puis, une fois qu'elle est installée, je peux entrer, je ferme la porte et je m'installe. Et je me dis, mais elle prend sacrément de l'espace. Et j'avais été frappée aussi par, une fois, sa voix, où elle était dans l'antichambre, enfin dans l'escalier en arrivant, et elle entendait un bruit énorme, alors que d'habitude, elle parle toujours de façon très lisse, très doucement, très lente. Et je me dis, non, elle prend sacrément de l'espace. Bon, donc c'était resté un peu dans l'arrière-tête. Et quand j'ai travaillé sur les signifiants formels, je me suis dit, oui, la question d'espace. Et je vais vous lire un petit bout de cette représentation. J'ai vu une plaie. L'image dont je parlais, juxtaposée avec une image de moi toute nue, et j'essayais de me retourner pour voir sur le haut de mes fesses, et j'y arrivais pas. On retrouve la notion de torsion. Hein. J'ai un sentiment un peu de panique. Je me retrouve avec la forme ronde, alvéolée, avec des facettes, et c'est en forme de cône, et ça rentre dans la peau. Autour, il y a un espace, et c'est enflammé. Ces alvéoles sont toutes de la même taille, en rond. C'est la structure d'une ruche, ce noir, et on voit quelque chose un peu en retrait, comme une tête d'épingle, et la structure autour, je vois bien que c'est pas dur. J'ai l'impression que c'était habité, comme si ça grouillait, comme quand on entend des petits bruits sourds à l'intérieur d'une boîte. Finalement, on ne voit rien sortir, et c'est ça qui fait peur. Et là, elle pleure.
J'arrive pas bien à voir comment c'est arrivé là. Qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Ça me donne la nausée, j'ai envie de vomir. Voilà, bon, je vous passe la suite. Donc, on pourrait voir ça comme l'empiètement de la mère. Non seulement la mère n'a pas accueilli ce qui se passait dans le psychisme du bébé, mais en plus, elle a été dans un empiètement de ses propres problèmes, de ses propres difficultés ou fantasmes sur le psychisme de l'enfant. Donc, la question de la place, elle est obligée pour pouvoir exister à côté de la mère qui prend toute la place de grossir. Et c'est pas la peine d'aller faire des régimes parce que son inconscient lui dit qu'il faut qu'elle reste grosse. Elle ne peut pas maigrir. Si elle maigrit, elle disparaît. Elle meurt. Donc vous voyez, c'est pas quelqu'un là, c'est pas un symbole d'image ni de mots. Enfin, ça se dit en mots, mais là, on est vraiment dans les proto-représentations. C'est quelque chose qui est en moi. Et puis, le dernier exemple, et puis je m'arrêterai là, c'est la notion de peau commune dont parlons yeux. C'est-à-dire que c'est aussi un fantasme infantile, c'est qu'il y a une peau commune avec la mère. Il y a un tel rapprochement, une telle symbiose, que c'est comme s'il y avait une peau commune. Et ça, c'est une croyance aussi, qui va devoir être métabolisée, changée. Si vous pensez qu'il y a une peau commune, au moment où le bébé ou l'enfant va devoir se séparer, ça va créer quelque chose d'un conflit insupportable. Et on va voir ça sous la forme, dans les rêves éveillés, d'un déchirement, de quelque chose, d'une peau à vif. Je vais vous lire. J'ai même pas envie de regarder tellement c'est horrible. Je voudrais la cacher, mais je peux pas. C'est trop sensible. Je la cache, je la mets derrière mon dos, c'est parce que ça va gagner tout le corps. Je me vois rouge, comme les corps humains qu'on voit dans les livres, recouverts de muscles. Ça gagne le haut du visage. Il y a encore le cou et le bas du visage épargnés, mais ça se réduit de plus en plus. Je me dis qu'il faut que je vive recluse, ou que je me suicide. C'est horrible, on ne peut pas vivre en société comme ça. Je suis dans la rue, il y a des gens autour qui me regardent avec un air de dégoût. Je vais vers un champ, une déchetterie, etc. Il faut que rien se pose sur moi parce que ça fait mal. Donc vous voyez ce sentiment, cette vision d'écorché vif. Et Anzieux explique bien ça, que quand il y a ce déchirement de la peau, il y a la peau à vif. C'est une peau pour deux, et quand on la déchire, c'est plus possible, quoi. Et c'est vraiment quelqu'un qui est sous l'emprise de sa mère de façon épouvantable, très très pathologique, quoi. Voilà, je m'arrête là avec les exemples. Juste une petite conclusion sur ce qu'on peut faire, nous, en tant que thérapeutes, analystes, rêves éveillés. Alors, ce que font les analystes classiques, c'est-à-dire l'accueil, le contenant, la fonction contenante très importante, bien sûr, un lieu où la parole peut se dire, où les problématiques peuvent se dévoiler. Mais je pense que, je voudrais insister sur le fait que nous, grâce au rêve éveillé, on peut avoir accès à ces signifiants formels dès le début de la symbolisation et suivre les avatars de la symbolisation avec les images, les mots. Et quelquefois, dans une cure avancée, on peut retrouver les signifiants formels du début, les proto-représentations. Donc ça nous permet aussi à nous de voir des problématiques qu'on n'aurait peut-être pas vues. Comment accéder à ça si on n'est pas rêve éveillé? Moi, je me demande. Après, il y a d'autres médiations. Il y a les images, il y a le dessin, il y a l'art-thérapie, etc. Et on peut aussi le voir d'une autre façon, bien sûr. Mais pour nous, c'est quand même une porte d'accès drôlement intéressante. Voilà. Et puis, Jean-Marc en parlait hier, c'est la capacité du rêve éveillé à être restaurateur, reconstructeur. Parce que le patient lui-même, comme le bébé, il n'aurait pas cette capacité-là. Or, il va s'appuyer sur le psychisme du thérapeute, qui lui a ses signifiants formels en tête, il se fait ses hypothèses, et il va pouvoir aider, rester là, pendant le rêve éveillé. Et le lien des psychismes va aider le patient à reconstruire quelque chose de son espace intérieur, quelque chose de dégradé.
Voilà, donc vous voyez, Eros, la fonction érotique, la fonction d'Eros que va incarner le thérapeute, elle est essentielle. Et c'est tant que Eros est là, tant qu'il joue son rôle de lien, que Thanatos peut rester un peu à l'écart. Dès que la liaison se défait, dès qu'il n'y a pas de liaison correcte, Thanatos peut intervenir et récupérer dans son trou noir un peu tout ce qui va se dégrader, un peu comme quand on efface sur la carte et qu'on met les reliures de gomme à la poubelle. Eros récupère tout ça. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long.